Devant le grand jury d'RFM ce dimanche, Maître Amadou Ali Kane, avocat, défenseur des droits de l'homme, acteur politique, ancien candidat à la présidentielle et secrétaire général par intérim du parti Regard Différent pour un développement durable, R3D Degou. Il est l'invité de Georges Déthié Diop. Plusieurs sujets. Le dialogue national sur le système politique, la réforme de la justice et la reddition des comptes, les libertés et les droits humains, le système des partis et la gouvernance, le franc CFA et les finances publiques, la diplomatie sénégalaise et la demande sociale. Maître Amadou Ali Kane face à Georges Déthié Diop, le grand jury dimanche 11h10 sur RFM. Mesdames, Messieurs, bonjour, bon dimanche à toutes et à tous. Merci de votre fidélité au grand jury qui va explorer ce dimanche de grands chantiers qui interpellent notre société, la refondation de l'institution judiciaire, la responsabilité des gouvernants face aux actes de gestion, la consolidation des acquis démocratiques, la modernisation de l'action politique, les enjeux monétaires et budgétaires, ainsi que le rôle du Sénégal sur la scène internationale à l'heure où les attentes populaires sont fortes. Pour en parler, Maître Amadou Ali Kane, bonjour. Bonjour Georges et bonjour à tous les auditeurs de la RFM. Alors, nous allons d'abord débuter par des événements qui se sont déroulés la semaine dernière. Vous êtes un homme de foi, au-delà d'être avocat et d'être acteur politique. L'élection du nouveau pape, Léon XIV, qui remplace le pape François décédé, et le Dakar de Médina Gounass, qui représente beaucoup pour vous. Que vous inspirent ces deux événements majeurs qui ont rythmé l'actualité internationale et l'actualité nationale? Je voudrais me réjouir de l'élection assez rapide d'ailleurs du pape Léon XIV, un pape originaire des Amériques. Et c'est un pape qui est présenté comme étant à la fois un missionnaire, mais également un fin connaisseur de la curie romaine. C'est-à-dire c'est un religieux, mais c'est également quelqu'un qui connaît l'administration et les institutions de gouvernance de l'Église catholique. Alors ce que tout le monde doit savoir, c'est que le pape, au-delà d'être un guide religieux, c'est également un chef d'État. Et en tant que chef d'État, donc il a des ambassadeurs qui le représentent dans divers pays, qui portent le titre de nonce apostolique. Il y en a un au Sénégal. Et donc il serait souhaitable que depuis 1992, le Sénégal n'a pas reçu de pape. Et c'est une bonne chose. C'était Jean-Paul II. Voilà, c'est Jean-Paul II. Et si aujourd'hui le pape Léon XIV nous honorait d'une visite, je pense que c'est une bonne chose. Ça lui permettra à la fois de rencontrer ses coreligionnaires de l'Afrique de l'Est, au-delà du Sénégal, mais également de renforcer les liens diplomatiques entre l'Église romaine et le Vatican, comme on dit, et l'État du Sénégal. Des relations qui datent de très longtemps. Il y a cela plusieurs dizaines de décennies. Voilà. Donc je voudrais également, voilà, au-delà de tout ça aussi, je voudrais souhaiter qu'après lui, que le prochain pape soit un pape africain, un pape noir, et pourquoi pas un machudo, un serreur du Sénégal. Qui sait? Alors en ce moment, plaise à Dieu. Et en ce moment, les gens sauront la valeur de ce qu'on appelle le cousinage à plaisanterie et l'importance du vivre ensemble sénégalais. Parce qu'ils en recevront certainement une démonstration éclatante. Qui a même des échos au Vatican. Exact. Voilà. Ça va se renforcer encore une fois dans le monde au-delà du Vatican. Au-delà de cet événement, je voudrais également dire vraiment mes félicitations au Premier ministre Ousmane Sonko qui s'est déplacé jusqu'au Dakar de Médina Gounass. Vous savez qu'il y a eu des événements un peu terribles là-bas que l'État a réussi à apaiser. Et il est allé là-bas et il a également dit des mots très apaisants en direction à la fois du Dakar, mais également en direction de toutes les familles religieuses. Et je pense que le Sénégal, il doit continuer d'être comme il a toujours été, c'est-à-dire un pays où il y a une cohabitation harmonieuse, exemplaire entre le temporel et le spirituel. Et donc je me félicite de ce qu'il ait vraiment annoncé la couleur de ce point de vue-là, après le président de la République qui s'était rendu au Dakar avant lui. Et cette fois-ci, c'est lui qui y est allé. Et comme ils le font d'ailleurs pour toutes les autres familles religieuses, musulmanes ou catholiques. C'est une bonne chose, je pense.
Alors, Maître Amadou Alikane, défenseur des droits de l'homme, avocat inscrit au barreau du Sénégal et sur la liste des conseils de la CPI, la Cour pénale internationale, vous avez suspendu vos activités à la RADDHO. Vous étiez candidat à la candidature à l'élection présidentielle de 2024 sous la bannière du parti R3D, regard différent pour un développement durable, une formation écologique, candidature invalidée par le Conseil constitutionnel. Alors, dans 10 jours, Maître, le dialogue national sur le système politique, un dialogue national à l'initiative du chef de l'État Bassirou Diomaye Faye. Vous avez déjà donné votre avis sur la question, vous y êtes favorable, mais depuis Abdou Diouf jusqu'au dialogue politique sous Macky, aucun dialogue national n'a vraiment transformé le système politique sénégalais en profondeur. Pensez-vous que celui-ci réussira là où les autres ont échoué? Oui, moi je pense que il y a plusieurs choses à retenir quand on parle de dialogue. Il y a le dialogue institutionnel qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale. Bien sûr. Mais qui ne concerne que les élus nationaux, c'est-à-dire les députés. Il y a également le dialogue qui a été institutionnalisé et qui a lieu une fois par an, et que le président Macky Sall, je crois, a inauguré et que l'actuel président a bien voulu poursuivre. Alors, il y a maintenant aussi, je pense, vous parlez des commissions cellulaires, c'est-à-dire pour régler certains litiges touchant aux élections. Souvent, il y a des rencontres, soit pour changer le code électoral dans un sens ou dans un autre. Sous Abdou Diouf, on a vu la rencontre qui a eu lieu en 1992 et qui a abouti à la réforme du code électoral. Le code Kebambaye. Le code Kebambaye, qui d'ailleurs, jusqu'à présent, est plus ou moins celui qui existe, même s'il y a des modifications de part et d'autre. Mais l'un dans l'autre, il ne faut pas oublier que même sous Senghor, on aimait dire que le Sénégal est un pays de dialogue. Et même avant Senghor, le pays était un pays où les problèmes se réglaient sous l'arbre à palabres. Alors, c'est dire que nous sommes un pays où les hommes cherchent depuis longtemps le consensus sur les questions essentielles. Et je pense qu'il faut continuer sur cette voie. Au moins, ça nous évite des conflits tragiques. Dieu nous a préservés de certains conflits tels que ceux qu'on voit dans certains pays africains. Et je pense que c'est déjà positif. C'est-à-dire, quand les hommes se rencontrent, quand ils discutent, ils finissent par découvrir qu'ils sont tous des hommes. Il n'y a pas de diable parmi eux. Et ils sympathisent quelquefois. Et ça, à mon avis, ça n'a pas de prix. Ça a peut-être atténué un peu les animosités, ça atténue également peut-être les rancœurs, les rancunes, les haines même éventuellement. Et c'est une bonne chose. Et je veux ajouter qu'il faut aussi qu'on aille au-delà du dialogue institutionnalisé, du dialogue annuel. Il faut qu'il y ait un dialogue chaque fois qu'il y a un événement important de la vie nationale. Par exemple, le président Macky Sall avait organisé un dialogue lorsqu'il y a eu la Covid-19. Il a reçu les dirigeants pour demander leur avis. Je pense également il faut le faire chaque fois qu'il y a une difficulté ou bien, en tout cas, un sujet très important qui interpelle le pays, qui touche à l'intérêt général. Ce serait bien de recueillir les avis des uns et des autres. Et tu as entendu que ces avis ne lient pas. Le président ne lit pas le gouvernement, mais peut-être s'il est trop pertinent, il peut puiser dedans et pour améliorer l'action gouvernementale, pour améliorer l'orientation de l'État. Mais déjà, des partis ont annoncé un boycott de ces concertations. Est-ce que cela ne risque pas de porter un coup au caractère inclusif et efficace attendu de ce dialogue? Bon, porter un coup au caractère inclusif, ça c'est possible, dès lors que certains partis refusent de participer au dialogue. Le principal parti de l'opposition, notamment l'Alliance pour la République. Par exemple. Et d'ailleurs, moi je voudrais même leur lancer un appel vraiment pressant pour qu'ils révisent leur position. Parce que c'est quand même le président de la République, Macky Sall, qui était le président de la PR, qui a initié ce dialogue. C'est lui qui l'a institué. Alors, il faudrait aussi que, de ce point de vue-là, également, ils assument son héritage. Même s'il y a des difficultés, ils viendront les poser là-bas. Je sais pas, il faut aussi que le dialogue aussi ne soit pas un dialogue orienté, où on ne discutera que de ce qui plaît peut-être au gouvernement ou à la majorité présidentielle. Il faut aussi que des sujets qui peuvent fâcher puissent être discutés là-bas. Je pense que c'est ça qui va donner de la valeur, un sens, de la plus-value au dialogue. Que les autres puissent avoir la possibilité d'amender les thèmes de référence. Exactement ça. Il faut que les autres puissent amender les thèmes de référence. Il ne faut pas que ce soit des termes qui sont prédéterminés par les organisateurs, et ce qui va donner peut-être l'impression que le dialogue est orienté.
qu'il y a des objectifs cachés qui sont derrière et on veut mener directement les gens vers cela. Il faudrait aussi que ça soit une sorte d'auberge espagnole aussi, que les gens puissent apporter également aussi leur propre plan, si on peut dire comme ça. Mais comment est-ce que des membres de l'opposition qui sont qualifiés de résidus peuvent contribuer à ce dialogue? Est-ce que c'est pas le Premier ministre Ousmane Sonko qui a déjà faussé le jeu? Bon, vous savez, le Premier ministre Ousmane Sonko, c'est un homme courageux. C'est un haut cadre dans l'administration. Mais je pense qu'il a également l'inconvénient d'être trop politique. Vous savez, quand vous êtes chef de parti, vous pouvez être politique. C'est normal. Si vous ne l'êtes même pas, c'est ça qui étonnerait les gens. Non. Mais par contre, quand vous êtes le chef du gouvernement d'un pays, vous êtes au service du pays, au service de tous les citoyens du pays. Et même au-delà des citoyens du pays, de tous ceux qui vivent dans le pays. Donc vous avez une responsabilité, y pense. Je pense que le terme qu'il a utilisé est un terme malheureux. Mais je crois que... Il a été maladroit à votre avis? Je crois que c'est la casquette de chef de parti qu'il a emportée sur celle de chef de gouvernement. Surtout que je crois que les termes ont été prononcés à l'Assemblée nationale. Donc c'était pas le lieu, c'était pas le moment. Bon, mais écoutez aussi, qui ne fait pas d'erreur, il faut prendre ça un peu comme une sorte d'erreur de langage. Mais l'un dans l'autre, ça ne devrait pas empêcher, parce que aussi il y a beaucoup de choses qui ont été dites dans ce pays. À un moment donné, le président Macky Sall a dit, écoutez, lui aussi, il va réduire l'opposition à sa plus simple expression. Mais là, c'est un rapport de force. Ben voilà, écoute, avec quel moyen? Les moyens de l'État, c'était pas aussi. Bon, avant lui, le président Abdou Diouf, en 1988, plus des événements, avait parlé de jeunesse malsaine, également. Vous savez, il y a des moments dans la vie politique où les choses s'emballent, où des fois, voilà, on perd le sang-froid, on balance des termes, mais sans trop y croire. Je pense qu'il faut apprendre également à dépasser des moments de tension et tout ce qui peut s'y dire. Il ne faut pas aussi que ça soit un peu un obstacle. Apprendre aussi des erreurs des autres qu'on a toujours critiquées. C'est ça. Il faut aussi apprendre des erreurs des autres. Vous ne pouvez pas dire, écoute, je combats un pouvoir parce qu'il a des limites. Ces limites, notamment, c'est un point liberticide. Quand vous venez, on s'attend à ce que, sur ce plan-là, vous soyez meilleur que celui que vous avez remplacé. Mais vous ne pouvez pas faire pire. Donc ça aussi, c'est... Et sur tous les plans, d'ailleurs, pas seulement sur ce plan-là. Vous devez faire mieux que ces gens-là. Parce que c'est pour ça qu'on vous a choisi. Parce que ceux qui étaient là n'ont pas satisfait la demande sociale sur un certain nombre de points. On a dit, bon, vous avez peut-être des réponses qui seront plus efficaces et que vous pourrez apporter au pays. Donc, on vous confie la responsabilité de conduire les destinées du pays. Donc, quand vous arrivez au pouvoir dans ces conditions, je pense que vous devez tout faire pour aller de l'avant. Et c'est de ce point de vue, je regrette que la plupart des alternances qui ont lieu au Sénégal n'ont pas été des alternances consolidantes. Dans la mesure où souvent on fait un pas en avant, deux pas en arrière, et c'est pas bon. On n'a jamais vu encore vraiment un pouvoir nouveau qui est arrivé au Sénégal, par exemple, qui a pratiqué ce qu'on pourrait appeler la méritocratie républicaine. Vous voulez dire qu'on tourne en rond? Plus ou moins, sur certains points, sur beaucoup de points, on tourne en rond. Vous arrivez, qu'est-ce que vous arrivez? Bon, écoutez, vous arrivez avec vos gens. Vous faites un peu un mouvement de chaise musicale. C'est autre que je m'y mette. Vous renvoyez ceux qui étaient là, et puis vous prenez vos gens, dont la plupart du temps n'ont aucune expérience, n'ont jamais travaillé. Le seul travail, c'est d'avoir été militant, s'être battu dans la rue. Ça, on l'a vu sous tous les régimes qui sont succédés au Sénégal. C'est pas le propre de PASTEF. Et il faut qu'on sorte de là. Le militantisme, ça ne doit pas donner une prime à la promotion dans l'appareil d'État. Il faut avoir une expérience, il faut avoir un savoir-faire surtout. Même un savoir ne suffit pas, il faut avoir un savoir-faire. Et c'est ça qui doit être primé. Et pas parce que, bon, voilà, il a été mon militant, voilà, je le copte, ou bien, bon, il est emprisonné, je vais en prison le voir. C'est pas des choses qui doivent se passer comme ça, à mon avis. Son déplacement en prison a été une erreur? De mon point de vue, c'est une erreur. Un militant, un Sénégalais, un justiciable, qui a mal à partir à la justice et qui est en instance de jugement. Je pense que, au regard de la séparation des pouvoirs, le chef de l'exécutif ne devrait pas lui rendre visite à la veille de son procès. Bon, on a dit qu'il est parti en tant que chef de parti. Vous savez, moi, en 1999, quand feu Mademba Sok a été arrêté, j'ai croisé le président Abdoulaye Wade. À l'époque, il n'était pas encore président. Il était encore patron du PDS.
à la porte du bloc des Madeleines, où se trouvait le tribunal à l'époque. Il venait chercher un permis pour aller rendre visite à Mademba Sock. Je l'ai accompagné auprès du bureau du doyen des juges de l'époque, qui était Demba Kandji. Il a pris son permis et allait le voir. Ça, c'est une visite d'un chef de parti. Moi, je n'ai pas eu connaissance que le Premier ministre a cherché un permis. Parce que pour aller en prison, il faut un permis. Je ne sais pas, je ne dis pas qu'il ne l'a pas fait. Mais moi, je n'ai pas eu connaissance qu'il a cherché un permis, qu'il a obtenu un permis, et que sur la base de ce permis, il est allé rendre visite à la personne. Vous avez cherché à en savoir davantage? Je n'ai pas posé de question, mais je me suis posé la question parce que, écoutez, ça tout se sait au tribunal. Il y a ce qu'on appelle les secrets du palais. On a aussi nos Radio Kankan au tribunal. En tout cas, je n'ai pas capté à Radio Kankan du tribunal que le Premier ministre a obtenu un permis pour aller rendre visite à son militant. Maintenant, je ne dis pas que ça n'a pas été le cas. Mais quand on y va en tant que chef de parti, on enlève la casquette de chef de gouvernement, on prend le permis, on va. Voilà. Et il y a des jours de visite. Maintenant, est-ce qu'il a eu une visite contact? C'est aussi possible, ça existe, les visites contact. Une visite où tu ne vas pas au parloir, où tu rencontres la personne face à face, dans un bureau. Ou bien à la cour. Voilà, des choses comme ça, voilà. Bon, l'un dans l'autre, je trouve que ce n'était pas une bonne idée. La dernière fois que j'ai vu ça, c'était en Guinée, en 2000. Quand on est allé au procès du professeur Alpha Condé, on nous a rapporté que, alors le patron des patrons guinéens, M. Silla, Mamadou Silla, de son nom à l'époque, qui avait été emprisonné et qui était un ami du président Lansana Conté. Le président Lansana Conté s'est rendu à la prison, il a ouvert sa cellule. Conté, le président s'est rendu à la prison, il a ouvert sa cellule, il l'a récupéré, il l'a sorti de la prison. Il l'a libéré. Oh, c'est une république démocratique, un état de droit. Des choses comme ça ne peuvent pas arriver. Donc il faut aussi qu'on garde à l'esprit que le Sénégal a une image. Et cette image vaut de l'or et vaut du respect pour le pays et pour les citoyens de ce pays. Il ne faut pas qu'on dégrade cette image par certaines actions ou par certains propos ou par certains comportements. Il faut que nous tous, ça c'est valable pour tout le monde. Parce que c'est ça qui fait le préjudice du Sénégal, qui fait que le Sénégal est respecté. C'est à travers ses fils et ses filles que le pays est respecté. Parce qu'ils ont un comportement exemplaire partout où ils passent. Le pays lui-même renvoie à l'extérieur une image, on va dire, exemplaire. Il faut donc éviter de briser cette image ou de la fissurer. Alors, parlons du dialogue à proprement parler. Plusieurs thématiques sont au menu de ces concertations, dont le financement des partis, la rationalisation des partis. On a plus de 300 formations politiques dont la majorité ne participe ni aux élections, ni aux débats publics. Pour beaucoup, il est temps d'assainir le système. Pensez-vous qu'il faille limiter le nombre de partis politiques au Sénégal, rationaliser avec seuil strict? Bon, limiter le nombre de partis, ça me semble être en contradiction avec la Constitution, qui prévoit quand même la liberté d'association. On ne peut pas dire aux gens, bon, vous ne pouvez pas vous asseoir. Sans exigence de représentativité. Bon, maintenant, ce qui est possible, on peut peut-être, on va dire, demander aux partis, comme le faisait Senghor. À l'époque, Senghor avait rationalisé les partis, en exigeant qu'un parti ait un courant politique. Se réclame d'un courant politique. C'est-à-dire, au Sénégal, qu'est-ce qui se passe maintenant? Bon, vous êtes riche, écoutez, vous créez votre parti. Avant, on ne vous connaissait aucun militantisme, aucun engagement. Bon, ou bien, vous êtes célèbre, vous avez la notoriété, même chose. Alors que vous n'avez pas eu d'engagement dans le passé, dans une cause quelconque. Mais je pense que la vie politique, c'est d'abord une affaire de militantisme. Il faut avoir milité pour quelque chose. Et quelque chose qui dépasse votre intérêt individuel. Voyez-vous, vous êtes battu pour quelque chose qui dépasse votre personne, qui dépasse votre famille, qui concerne l'intérêt général. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut aussi se réclamer d'une vision du monde. Un parti qui est créé comme ça, on ne sait pas de quoi il se réclame. Il faut qu'il y ait des courants, comme à l'époque de Senghor. Senghor avait dit qu'il y avait 4 courants. On peut ne pas limiter les courants à 4. Senghor avait dit qu'il faut socialiste, libéral, communiste, conservateur. C'était ça. Donc, vous ne pouvez pas avoir de parti en dehors de ça. Bon, alors, nous, peut-être si on avait mis des courants, je pense que peut-être s'il y a 50 partis socialistes qui se réclament du socialisme, ils finiraient peut-être par au moins se mettre ensemble. S'il y a 30 qui se réclament de l'écologie, ils finiront par se mettre ensemble. Parce que ça n'aurait aucun sens qu'ils se réclament la même chose et qu'ils ne soient pas ensemble. Donc ça voudrait dire qu'ils n'ont pas de forte conviction par rapport à la couleur politique dont ils se réclament. Je pense qu'il faut aller vers cela. Et il faut aller aussi vers l'exigence
d'un programme. Parce qu'un parti aussi doit avoir un programme. n'a pas de programme. Ça n'a pas de sens. Quelque chose qu'il propose au pays. Il attend les élections pour se manifester. Il faut aussi participer aux élections. Un parti aussi ne peut pas être un parti, comme on dit, yobalema. Vous n'allez jamais aux élections. Des partis qui n'ont que des stratégies opportunistes. Qui font de l'entrisme. Comme on disait à l'époque. Il faut le changer. Des partis entristes. Ces partis ne vont jamais aux élections. Ils sont à la quête des bonnes alliances. On sait qu'un tel bon, il a le vent en poupe. Écoutez, il vaut mieux aller là-bas. Moi, j'ai eu ce genre de propositions aux élections de 2024. Les gens sont venus me voir, m'ont dit, bon, écoutez, il faut qu'on soutienne la coalition, Diomaye, machin, parce qu'ils vont gagner. J'ai dit, mais c'est quoi le programme? Personne ne peut dire, mais je sais la rupture. Rupture en quoi? J'ai pas eu tort. J'ai dit, ben, écoutez, moi, j'attends, j'aimerais bien les soutenir, mais sur la base d'un programme. Et finalement, j'avais eu raison, parce que le programme n'est sorti que plusieurs mois après leur élection. Ils ont fait appel à un cabinet qui a concocté le programme. Ce qui signifie, à contrario, que ce programme... Non, mais ils avaient le projet. Mais un projet c'est vague. C'est quoi un projet pour diriger un pays? On ne dirige pas un pays avec un projet. Il faut des idées claires. Je vous donne un exemple. Avant les élections, l'ANSD, l'Agence nationale de la statistique, avait clairement fait un recensement duquel il est ressorti que 75% des Sénégalais, c'était des jeunes de moins de 35 ans. Donc quand vous avez un pays comme ça, où 75% sont des jeunes, non pas 35 ans, ça veut dire que si vous voulez que le pays ait un avenir demain, qu'il soit présent sur la scène internationale, sur la scène africaine, sur la scène internationale, mais il faut que ces jeunes soient formés. Il faut qu'ils soient éduqués, qu'ils soient formés. Mais tout le monde donc devait aller à la conquête du pouvoir avec des propositions très claires sur ce plan. Qu'est-ce que je mets sur la table pour que mon pays, je ne sais pas, à l'orée de la moitié du 3e millénaire, soit au top, soit présent partout, soit compétitif. Et si jusqu'à aujourd'hui vous n'avez pas ça, ça pose problème. Ça veut dire que vous n'avez même pas réfléchi aux défis majeurs du pays. On a un défi majeur, mais c'est le défi du réchauffement climatique. Nous sommes un pays, peut-être qui n'est pas pollueur, mais qui subit les effets de la pollution des autres, des grands pays. Nous subissons les effets néfastes liés au changement climatique. Et ces effets se manifestent comment? Par l'augmentation du niveau de la mer, des eaux de la mer. Beaucoup de nos villes aujourd'hui sont menacées d'envahissement par les eaux de la mer, de Saint-Louis jusqu'à Kafountine, en passant par les îles du Saloum. Dakar même ici, Bargny et Rufisque. Quelles sont aujourd'hui les propositions des pouvoirs publics par rapport à ça? Il y a la désertification, l'achèvement des sols. Avec les sols qui s'achèvent, ça veut dire que les surfaces cultivables vont se réduire. Ça veut dire que le tapis herbacé va se réduire. Il n'y aura rien pour le bétail. Les agriculteurs n'auront pas beaucoup d'espace pour faire l'agriculture. Il y aura des conflits entre agriculteurs et éleveurs. Quelles sont les propositions du pouvoir sur ces questions? Les propositions du pouvoir, mais pas que le pouvoir, mais également des hommes politiques, les partis dans leur ensemble. Des acteurs politiques. Je prends un dernier point, c'est la déréglementation climatique. Nous sommes dans un pays qui subit la déréglementation climatique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y aura une alternance des saisons très pluvieuses avec des inondations et des saisons où il n'y aura pas de pluie, où il y aura la sécheresse. Alors, par rapport à ce phénomène, quelles sont les propositions des acteurs politiques, comme vous dites, pouvoir public et les autres acteurs? Ça ne fait même pas de débat public. Ça, ce n'est même pas quelque chose qui est dans le débat public. Et nous, c'était ça notre programme. Ce sont ces idées qu'on voulait proposer au Sénégal. Vous voudriez que tout cela fasse l'objet d'un dialogue national, pas qu'un dialogue sur le système politique, mais comme on est dans le cadre de ce dialogue du système politique. Vous avez évoqué la rationalisation des partis. Qu'est-ce que vous préconisez en ce qui concerne le financement des partis? Quelle réforme du financement? Le financement des partis, pour être honnête, ne peut concerner que des partis qui ont été aux élections et qui ont eu des résultats. Parce que sinon, aussi c'est la porte ouverte aussi, vraiment à la chasse au financement. Voyez-vous, bon, vous êtes allé aux élections, vous avez des élus, que ce soit des élus locaux ou des élus nationaux, vous pouvez, à partir d'un certain poids, obtenir certains financements. Mais je ne vois pas comment on peut financer des partis qui n'ont pas de représentation. À mon avis, ce serait abusif. Mais par contre, quand tu y vas, c'est possible. Mais moi, je vois que l'un dans l'autre, ce qu'il faut aujourd'hui, ce n'est pas faire du malthusianisme politique. Dire, on va limiter les partis, on va faire vraiment limiter à 10, limiter à tel nombre. Non. Il faut que les partis aient un courant de pensée
qu'on ne singe pas le Niger, Voilà. le Mali, Mais voilà. qui ont dissous, les partis politiques, pas en arriver à ce point, mais tenter de s'aligner peut-être à un certain degré, surtout que les pouvoirs militaires dans ces pays ont, faut le dire, le soutien de nos dirigeants. Mais c'est ça qui est inquiétant. Ça aussi, ça fait partie des choses qui m'inquiètent. Bon, j'étais tout à l'heure en train de parler d'un signal qui a été envoyé par le premier ministre Ousmane Sonko, qui consistait à aller voir un partisan en prison à la veille de son procès. C'est un mauvais signal. L'autre mauvais signal, le président se rend en Côte d'Ivoire, participe à un sommet où il rencontre les principaux chefs de la sous-région, le président Ouattara, le président de la Mauritanie et d'autres présidents. Alors, dès que le président revient, lui-même il reprend l'avion, il va voir un président, on va dire, putschiste. Bon, ça pose problème. Je ne dis pas qu'on doit rompre avec le Burkina. Les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Burkina, c'est un pays frère. On doit garder des liens avec lui, sur tous les plans. Maintenant, est-ce que le dirigeant élu d'un pays démocratique peut aller là-bas dire qu'il apporte publiquement son soutien à un régime militaire, un régime d'exception, et qui d'ailleurs a mis en prison un de ses avocats, Maître Guy Hervé-Cam. Je suppose au moins peut-être qu'il va plaider sa cause. Mes avocés, hors micro, derrière les murs. Ok? Bon. Et ensuite, il se propose d'apporter un soutien militaire. Moi, la question que je me pose, j'étais gêné quand j'ai vu le général Diop, qui était dans la délégation ministre de la Défense, vraiment être face à un capitaine putschiste. Est-ce que ça, c'est une belle image? Ensuite, au-delà de tout ça, bon, vous avez parlé du système politique. Il faut aussi qu'on parle des régimes politiques. Parce que nous, en 2024, en réalité, on a élu un ticket. On a élu Diomaye, c'est Sonko. Sonko, c'est Diomaye. Sonko et Diomaye. Voilà. Donc ça veut dire c'est en fait un ticket. Comme Abdoulaye le voulait. Voilà. On a élu un ticket. Alors, maintenant, le problème qui se pose aujourd'hui, on a en réalité un exécutif à deux têtes. Alors que la constitution, elle est une constitution présidentielle. Elle est un régime présidentiel, dans lequel c'est le président qui détient le pouvoir. Mais le président lui-même dit, je veux un premier ministre fort. Vous avez un président à qui la constitution donne le pouvoir, et dans la partie, vous avez un premier ministre fort, selon la volonté déclarée du président de la République. Moi, je pense qu'il faut mettre de l'ordre là-dedans. Ça fait une confusion institutionnelle terrible. Peut-être que le dialogue réglera cette question. Bon, est-ce que le dialogue même est habilité à régler cette question? Parce que ça, c'est la cuisine interne des dirigeants, de ceux qui ont gagné. Le dialogue peut donner des idées, peut-être. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut quand même, à mon avis, amender la constitution. Il faudrait peut-être aménager l'espace présidentiel, prévoir une vice-présidence. Parce que Ousmane Sonko, il n'est pas le président, il n'est pas élu, mais il est un peu plus qu'un premier ministre. Peut-être que si on aménageait l'espace présidentiel, on en faisait un vice-président avec des compétences qui lui seraient peut-être cédées par le président, ça ferait plus de cohérence. Là, au moins, on comprendrait que c'est le vice-président du Sénégal. Mais quand on voit, alors que la diplomatie, il y a quand même des domaines qui sont réservés au président de la République. Bon, quand on voit le Premier ministre lui-même exercer des actions dans ces domaines-là, ça pose problème. Par exemple, quand le président va à l'Assemblée nationale, poser la question de la monnaie. En tout cas, nous, écoutez, on doit régler cette question, soit on règle dans le cadre, on va dire, communautaire, sinon on va prendre nos responsabilités. On reviendra à la problématique de la monnaie. Voilà. Mais la rationalisation et le financement sont des sujets qui ont été réglés par le rapport du professeur El Hadj Mbodj, la commission de réforme des institutions. À ce propos, d'ailleurs, le candidat Diomaye avait signé le pacte national de bonne gouvernance démocratique à l'initiative de la coalition de la société civile pour l'application des recommandations de la Commission nationale de réforme des institutions. Ce dialogue risque d'être juste une symbolique. Bon, peut-être que on avait déjà de la matière. Peut-être que le problème des précédents dialogues, c'est qu'il n'y a pas une autorité de suivi des recommandations. C'est-à-dire les gens se retrouvent, dialogue, arrêtent des conclusions, et puis après tout le monde s'en va. Et on oublie les conclusions qui avaient été arrêtées pendant le dialogue. Jusqu'au prochain dialogue, on se retrouve. Alors, on devrait évaluer le dernier dialogue. Donc, je pense qu'il faut non seulement évaluer le dernier dialogue, ça devrait être le commencement même du prochain dialogue, voir un peu où est-ce qu'on en est avec les recommandations du dialogue, avant de commencer quoi que ce soit. Et après maintenant, à mon avis, il faudrait aussi prévoir, je ne sais pas, une autorité, je ne sais pas laquelle, est-ce que c'est une autorité déjà existante, comme le ministère de l'Intérieur, ou est-ce qu'une autorité nouvelle, bon, qui va prendre en charge l'application des recommandations du dialogue. Parce que sinon aussi, on va tourner en rond.
on fait des conclusions. Les conclusions, personne n'est chargé de les appliquer. Bon, peut-être que le président peut avoir un conseiller qui sera chargé de ces questions-là. Ou je ne sais pas, on va confier ça à un ministre déjà en place. Bon, il faut quand même que quelqu'un assure le suivi. C'est nécessaire, absolument nécessaire. Si on veut être efficace, si on veut cultiver l'efficacité, maintenant, si on veut la parole, nous retrouver chaque année, on fait des ronds de jambes, chacun dit ce qu'il pense, et puis après, on disparaît jusqu'à l'année prochaine, on revient. Bon, on laisse comme ça, on ne charge personne de s'occuper de l'application, des recommandations. Alors, Maître Amadou Alikane, parlons de la justice et de la reddition des comptes qui, sans doute, a une incidence ou non dans la participation de certains à ce dialogue. Vous mettez en garde contre les risques de déstabilisation liés à une éventuelle logique de règlement de comptes dans les initiatives de reddition des comptes du nouveau régime. Auriez-vous décelé des signaux de règlement de comptes? Bon, en fait, je pense qu'il faut qu'on s'accorde sur une chose. Dans un état de droit, lorsque vous exercez des responsabilités, vous devez rendre compte de la façon dont vous avez exercé vos responsabilités. S'il y a des choses... Vous êtes pour la reddition des comptes, mais il faudra placer une ligne entre justice et chasse aux sorcières. C'est ça. C'est-à-dire que je suis pour la reddition des comptes. Elle est normale. Je pense que tout le monde est pour la reddition des comptes. Même les personnes qui sont convoquées sont d'accord avec la reddition des comptes. Maintenant, c'est la surmédiatisation qui me semble poser problème. C'est-à-dire qu'avec la surmédiatisation, on a l'impression déjà que ces personnes sont présumées coupables. Ensuite également, avec la surmédiatisation, on crée un phénomène anxiogène. Aujourd'hui, les détenteurs de capitaux, les gens qui ont de l'argent, ils ont peur de sortir de l'argent. Donc, conséquence, il y a la morosité économique. C'est pas la première fois que ça arrive dans ce pays. C'est arrivé en 2012, quand le président Macky Sall est arrivé aux affaires. On a lancé la traque. N'est-ce pas? On a réactivé la CREI, qui était en somnolence ou en léthargie, et on a lancé la traque. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la morosité économique. Et finalement, les gens décrivaient cette morosité économique à travers le terme de Kébi de Famaki. Mais aujourd'hui aussi, on a le même phénomène. Pourquoi? Parce que les gens qui ont les capitaux, ils ne sortent pas leurs capitaux. Ils préfèrent même ne pas aller en banque. Ils préfèrent acheter des coffres et garder l'argent chez eux. Alors, de ce fait-là, l'argent ne circule pas. Or, pour qu'une économie ait de la vitalité, il faut qu'il y ait de la circulation monétaire. C'est la vitesse de circulation de l'argent qui fait que l'économie prospère. Les gens achètent, vendent, il y a de la TVA. C'est comme ça que ça se passe. Même si c'est 50 000 francs qu'on a dans tout le pays, on doit faire en sorte que les 50 000 rentrent au moins dans 1 million de mai ou dans 2 millions de mai. Voyez-vous, quelqu'un vient ici, achète quelque chose, passe un communiqué, ça soit en tag ou quoi, après vous payez quelque chose d'autre, ainsi de suite, l'autre paye quelque chose. C'est comme ça que ça fonctionne, une économie. Mais quand il n'y a pas de circulation d'argent, les gens s'appauvrissent. Même l'État s'appauvrit parce qu'il n'y aura pas de TVA. Parce que la TVA, c'est une taxe sur les opérations commerciales, n'est-ce pas? Ou civiles. Il faut quand même qu'il y ait des opérations, sinon, des transactions, sinon il n'y a pas de TVA. Mais est-ce que avez-vous senti des signaux, comme je l'ai dit tout à l'heure, des signaux de chasse aux sorcières? Bon, écoutez, moi, ce que des signaux de règlement de compte. Vous savez, je ne peux pas tellement dire qu'il y a du règlement de compte. On ne peut pas dire la reddition des comptes est normale, mais que les gens qu'on convoque dans ce cadre, c'est du règlement de compte. Mais la façon dont on conduit la reddition des comptes, c'est ça qui pose problème. Je pense que la reddition des comptes doit être limitée aux personnes qui étaient en charge des responsabilités publiques. Oui, mais certains évoquent les cas Farbongom, Lat Diop, entre autres, des cas sur lesquels le Premier ministre Ousmane Sonko s'était prononcé et on connaît la suite. Et c'est pour ça que je vous ai dit, il faut éviter la surmédiatisation. Ça, c'est ça la surmédiatisation. Le fait de parler de cas à venir qui ne sont pas encore arrivés sur la table des juges. Moi, j'ai vu les juges font des conférences de presse. Écoutez, on va lever l'immunité, on va faire ci, on va faire cela. Alors, quand ça se passe comme ça, les gens ont l'impression qu'il y a une traque. Et qui dit traque sous-entend règlement de compte à la place de reddition des comptes. Donc, ça crée un phénomène négatif au niveau de l'opinion. Et c'est ça qui est mauvais. Et ensuite aussi, lié à cela, moi je sais même que le droit sénégalais il est un peu obsolète. Il faut revoir les mécanismes. Est-ce qu'il n'y a que la prison? Qu'est-ce qui doit intéresser l'État? C'est d'emprisonner les gens ou de récupérer son argent? Il faut mettre en place des mécanismes légaux qui permettent à l'État de récupérer l'argent, n'est-ce pas? Des conventions juridiques d'intérêt public
vous pouvez négocier avec l'entreprise, si c'est une entreprise qui est concernée, sur la somme qu'elle doit payer, et puis on règle l'affaire. Ou bien, le plaidé coupable, ou une personne qui reconnaît qu'elle est coupable, voyez-vous, accepte de rembourser, et ses avocats négocient la peine avec le procureur. Qu'ils transigent. Voilà, ils transigent et les avocats négocient la peine avec le procureur. Il faut quand même moderniser le droit sénégalais. On ne peut pas rester vraiment au code pénal de 1965. Voyez-vous, il faut que ça évolue. Alors, si c'est comme ça, les gens n'ont plus peur de sortir leur argent. Parce qu'ils savent qu'il y a des possibilités de négocier, des possibilités de s'entendre, des possibilités de rembourser. Écoutez, le seul horizon, c'est pas la prison. Je pense qu'il faut aller vers cette direction aussi. La modernisation du code pénal sénégalais en ce qui concerne les peines qui pourraient s'appliquer, ou en tout cas les mécanismes de réduction des comptes. Certains acteurs pensent à un règlement de compte, je l'ai dit, pas que pour ce qui concerne la reddition des comptes, mais pour ce qui concerne d'autres dossiers judiciaires, le cas Abdounger, Azoura Fall, Hassan Diouf, des failles selon au regard de tout cela. La justice serait-elle au service du droit ou du pouvoir politique? Bon, vous savez, en principe, nous avons une justice indépendante. Parce que les juges ne sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions qu'à la loi. Bon, mais il faut reconnaître également que dans la pratique, la carrière des juges est entre les mains de l'exécutif. On a vu, quand le nouveau pouvoir est arrivé, ses premiers actes, c'est d'écarter ceux qui avaient joué un rôle dans leur condamnation. Je crois que certains ont été envoyés à Tambacounda. Et d'ailleurs, les gens de Tamba, c'était plein. On dit, mais attends, on se moque de qui là? On a l'impression que nous là, c'est le purgatoire ici, c'est l'enfer quoi. Ah non, on refuse cette image qu'on veut nous coller. Bon, donc c'est vous dire que c'est ça que je vous disais, nos alternances ne sont pas consolidantes. Et sur ce point, moi je pense que Abdoulaye Wade, vraiment il faut lui rendre hommage. Il a fait preuve de grandeur. Abdoulaye Wade a été opposant pendant 26 ans. Il a été en prison, je crois, au moins 4 fois. Mais quand Abdoulaye Wade est arrivé au pouvoir, mais il n'a pas fait de règlement de compte au niveau de la magistrature. Et même, les magistrats qu'il avait mis en prison, ils ont eu de la promotion. Donc, un pouvoir doit faire preuve de dépassement. Mais ici, quand on écoute les discours, on a l'impression que c'est l'idéologie du règlement de compte. C'est cette volonté qui anime les gens. Même quand certaines personnes sont nommées... On n'acceptera pas que certains fonctionnaires entachent la rupture, le projet, la révolution. etc. Bon, écoutez, il faut savoir que s'il y a un projet, c'est le projet du pays. C'est pas le projet du parti. Parce que le parti veut le mettre en chantier, en œuvre pour le pays. Donc ça concerne tous les fils du pays. On ne peut pas dire on va écouter tout le monde, il n'y a que nous qui nous occuperons de ça. Quelle réforme consolidante? Revoir l'article 89 de la Constitution? Quel est l'article 89 qui permet au président de nommer les membres du Conseil supérieur de la magistrature, ce qui limite peut-être l'indépendance du pouvoir judiciaire. Oui, vous savez, l'indépendance de la magistrature... Et qui nomme aussi les procureurs et les juges de haute juridiction. Oui, vous savez, l'indépendance de la magistrature est garantie par 2 mécanismes. Le premier, c'est l'inamovibilité des juges du siège. Un juge du siège ne peut être affecté qu'avec son consentement. Mais nous avons tous vu que cette règle, elle est contournée. Vous êtes titulaire, vous êtes juge titulaire quelque part. On vous titularise par exemple à Matam. Mais on ne vous installe pas à Matam. On va vous installer à Rufisque. À Rufisque, vous n'êtes pas titulaire. Donc vous ne pouvez pas bénéficier de la règle de l'inamovibilité. Il y a aussi la notion de nécessité de service également qu'on utilise pour également pouvoir déplacer les juges. Et disons-le tout net, les juges aussi ont des préférences. C'est-à-dire que certains préfèrent être à Dakar ou pas loin de Dakar. Certains considèrent comme une punition le fait d'être affecté vraiment dans la périphérie du pays. Bon, l'autre mécanisme pour garantir l'indépendance de la justice, et qui est lié aussi également au premier qu'on vient de dire, c'est l'existence d'un conseil supérieur de la magistrature. Bon, il se trouve qu'aujourd'hui dans le conseil, c'est le président qui est président du conseil supérieur et le ministre de la justice qui est le vice-président du conseil. Beaucoup de monde sont au départ. Alors, vous êtes favorable? La question du départ est posée, mais les magistrats eux-mêmes disent que non, nous ne voulons pas qu'ils partent. Et vous? Non, mais non. Moi, je trouve que les magistrats sont plus légitimes à trancher cette question que les autres. C'est eux qui savent l'intérêt qu'il y a à avoir le président ou à ne pas l'avoir. Est-ce que c'est pesant pour eux, c'est pas pesant? Vous voulez dire, laissons leur conseil supérieur. À mon avis, écoutons-les d'abord en priorité. Écoutons-les en priorité. S'ils disent qu'ils veulent son maintien, pourquoi être plus loin que le roi? Maintenant, il y a l'autre question également. Ils disent que les magistrats élus par leur père
sont en nombre très limité au sein du Conseil. Il faut augmenter leur nombre pour que le Conseil puisse refléter la volonté du plus grand nombre. Ça, je pense, c'est une revendication légitime qu'il faut satisfaire. Il y en a d'autres aussi qui disent, écoute, il faut ouvrir le Conseil à d'autres sensibilités, aux avocats, aux machins. Personnellement, à titre personnel, moi, je trouve cela absurde. Parce que moi, je ne vois pas de magistrat être présent au Conseil lors des avocats. Bon, vous ne voyez pas également des avocats être présents, je sais pas, au CRED ou je sais pas, n'importe où, là. Au CRED. Bon, au CRED. Mais il faut que les gens soient sérieux. Pourquoi vous voulez aller chez les magistrats, ou là où ils règlent leurs affaires domestiques? Moi, je pense que ça, c'est pas une bonne proposition, par contre. Enfin, ça dépendait, mais à titre personnel, moi, je n'adhère pas à cette proposition. Je trouve qu'elle fait pas sens. Quel est, selon vous, l'état actuel des droits humains au Sénégal? Vous êtes défenseur des droits de l'homme. Oui, je suis défenseur des droits de l'homme. Alors, le Sénégal stagne ou bien le Sénégal évolue? Écoutez, je vous dis, le Sénégal stagne. Comme il a stagné sous également la précédente alternance. C'est ça que j'étais en train de dire. Les alternances ne sont pas consolidantes. Les gens ont beaucoup de bonne volonté quand ils sont dans l'opposition, mais quand ils arrivent au pouvoir, ils oublient vraiment tout ce qu'ils disaient du temps de l'opposition. Par exemple, tout le monde disait, écoute, l'article 80, il faut le changer. Mais personne n'a accepté de le changer jusque-là. Bon, les dispositions contraignantes du Code de procédure pénale qui limitent la marge de manœuvre des juges, tout le monde les dénonce, mais personne ne les change. Etc., etc. Il y a beaucoup de choses comme ça. Bon, on parle de l'élection d'un juge de détention, n'est-ce pas, et de la liberté. Bon, on attend encore, on ne le voit pas. Voyez-vous. Peut-être si ce juge existait, est-ce qu'il aurait mis Abdou Nguer en prison? Ou les autres? Ou bien l'autre, comment vous avez dit là, Diouf là, comment il s'appelle encore? Hassan Diouf. Hassan Diouf, par exemple. Est-ce qu'on juge des libertés, les aurait envoyés en détention pour un abus de la liberté d'expression? Ou est-ce que même ce qu'ils ont fait est un abus de la liberté d'expression? Vous savez, il ne peut pas y avoir démocratie sans liberté d'expression. C'est vrai que la liberté d'expression n'est pas absolue, elle a des limites. Mais aujourd'hui, la tendance, surtout au niveau de la Cour africaine des droits de l'homme, c'est de remplacer la privation de liberté par des sanctions civiles. C'est ça la modernité aujourd'hui. S'agissant des journalistes, voyez-vous, les gens qui travaillent dans les médias. C'est leur métier aussi. Ils partent tous les jours, mais écoute, il faut bien qu'un jour ou l'autre, ils fassent des erreurs. Maintenant, s'ils doivent payer ça de leur liberté, écoutez, finalement, il n'y aura plus de journalistes dans le pays. Hein. Les gens vont refuser le métier, n'est-ce pas? Donc, je pense que c'est ça aussi. Hein. Voilà. Dans les cas Abdou Nguer, Hassan Diouf, Azoura Fall, avez-vous décelé en 2 poids 2 mesures? Bon, honnêtement, je ne veux pas me prononcer sur des cas pendants. Parce que moi, je suis un avocat pour chacun. Mais l'homme politique peut parler. Il y a des avocats pour lui, il y a des avocats contre lui. Mais ce que je peux dire, il faut que le pays évolue. Il faut d'abord qu'on ait un débat public responsable. Il faut que le pays arrête d'être le pays des faits divers. Aujourd'hui, c'est tel a insulté, tel va être mis en prison, tel a payé une caution. On n'a pas d'activité autre que ça. Il n'y a pas d'information autre que ça. Il faut qu'on ait des informations utiles aussi. Une usine va ouvrir, un investissement va être fait dans telle direction, tant d'emplois ont été créés. Mais aujourd'hui, comme je vous ai dit, nous sommes un pays de jeunes. Mais les jeunes, on a l'impression que beaucoup d'entre eux, écoutez, sont dans TikTok, sont en train d'user la liberté d'expression, de s'en servir, pas pour eux-mêmes, mais pour d'autres personnes. Et c'est ça qui crée tous ces problèmes. Des bras armés. Voilà. Ils sont utilisés comme chair à canon. Et c'est pas bon. C'est pas des choses à encourager. Il faut, à mon avis, éduquer les gens et puis... peut-être, je ne sais pas, il faut qu'on parle de ces questions. C'est des questions qu'il faut traiter en profondeur. Des questions qui sont le franc CFA et les finances publiques. Êtes-vous favorable à la sortie du franc CFA? Moi, je pense que sortir du franc CFA, ce serait une grave erreur. Surtout sortir isolément, de manière individuelle. Parce que vous savez, il n'y a que 3 monnaies convertibles dans le monde. C'est le dollar, c'est l'euro, c'est le yen. Toutes les autres monnaies, elles fluctuent en fonction de l'offre et de la demande. Elles ne sont pas convertibles, elles n'ont pas de taux de change fixe. Et nous avons la chance d'être arrimés à l'euro. Le franc CFA, donc, a un change fixe par rapport à l'euro. Il y a même des pays qui sont hors CFA, qui veulent rentrer dans le CFA, comme le Maroc, alors qu'ils ont leur propre monnaie. Donc, c'est vous dire que la monnaie, ça dépend, quand vous devez avoir votre monnaie, ça dépend de ce que vous vendez à l'extérieur, des devises que vous gagnez. Vous voulez acheter des médicaments, mais les médicaments sont... C'est dire d'ailleurs, on nous sert une souveraineté monétaire alors qu'on a un problème de souveraineté budgétaire. Voilà. Vous voulez avoir votre monnaie, admettons qu'on fasse le COPOR.
Mais les gens qui vendent des médicaments, les gens qui vendent des avions, ils ne prennent pas cette monnaie. Ils vont vous demander de les payer en dollars ou en euros. Si vous n'avez pas vendu assez de choses à l'extérieur qui vous ont rapporté ça, vous ne pourrez pas. Ça, c'est l'inconvénient. Maintenant, pour ce qui concerne les finances publiques, on va dire un mot dessus. Vous savez, un État, il a besoin de financer ses activités. Il y a ce qu'on appelle les dépenses de fonctionnement, il y a les dépenses d'investissement. Et qu'est-ce qu'il a comme instrument pour se financer? Il a le budget. Le budget, ce sont les impôts, les taxes, les droits de porte, ce qu'on appelle les recettes douanières. Écoutez, les recettes, les revenus du portefeuille, n'est-ce pas, les actions qu'il a placées, les subventions, les dons et legs. Vous savez. Alors, quand vous faites votre budget, c'est des prévisions de recettes, de rentrée d'argent et des prévisions de dépenses. Alors, ce qui arrive, c'est pour tous les États du monde, le budget est toujours déficitaire. C'est-à-dire que les recettes ne couvrent jamais entièrement les dépenses. Parce que les dépenses sont élastiques, ça augmente continuellement. Alors, vous êtes obligé de vous endetter. C'est ça la dette. Vous allez vous endetter pour couvrir le déficit, la partie que vous ne pouvez pas financer. Alors, ce qui s'est posé maintenant pour le Sénégal, c'est qu'il y a le code de la transparence qui impose de faire un audit des finances publiques pour le président de la République dans les 3 mois de son arrivée au pouvoir. Cela a été fait. Mais, moi, ça c'est ma position. Je trouve qu'on a eu tort de mettre toutes les données sur la place publique. Et ça a eu pour conséquence la dégradation de notre souveraineté. Mais la Cour des comptes a l'obligation de publier le rapport. Non, mais elle n'est pas obligée de publier toutes les données qui portent atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État. Elle n'est pas obligée de les mettre. La dette cachée, entre guillemets. Est-ce qu'il y a même une dette cachée? Parce que c'est quoi la dette? Il y a quelqu'un qui te prête de l'argent. Pour celui-là, rien n'est caché. Il sait. Bon, ce qu'il y a maintenant, il y a les lettres de confort, voyez-vous. Bon, il y a les certificats nominatifs d'obligation. Les lettres de confort, c'est après des garanties que l'État donne à quelqu'un, à qui il doit de l'argent. L'État vous doit de l'argent, il ne peut pas vous payer. Écoutez, il vous fait un certificat, nominatif d'obligation. Il se substitue à vous, il se substitue chez votre créancier à vous. Il dit à votre créancier, moi je paie la dette, je dois. Maintenant la question, c'est le contrôle de tout ça. Quelle est la qualité de la créance que vous avez sur l'État pour que l'État se porte garant pour vous auprès d'une banque? Ce sont ces questions qui se posent. Bon, mais dans l'absolu, c'est des techniques de gestion de la trésorerie qui sont utilisées un peu partout dans le monde. Alors le problème qu'on a nous maintenant, on a un problème pour financer notre développement. On ne peut plus accéder au marché financier international, surtout le marché du FMI, parce que, écoutez, le FMI nous dit, attention, vous avez dénoncé des choses, il faut qu'on vérifie. Tant qu'on ne vérifie pas, on ne pourra pas vous financer. Et le FMI, c'est le financier à court terme, le financier de l'urgence. C'est lui qui vous donne des aides budgétaires, c'est-à-dire des appuis budgétaires qui permettent de combler votre gap. Alors, ce qu'il faut maintenant dire, je termine peut-être par là, très vite, c'est qu'il faut que les gens comprennent une chose. Les États ne soldent pas leurs dettes. Les États refinancent leurs dettes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous empruntez 1000 milliards, vous avez intérêt à avoir un taux d'intérêt bas. Vous avez intérêt à payer vos dettes, par exemple, sur 10 ans, 20 ans, 30 ans. Alors, pendant cette période, vous payez que les intérêts. Maintenant, quand la dette arrive à maturité, vous empruntez le même montant, vous payez à votre ancien créancier et vous recommencez à payer des intérêts sur la nouvelle dette. Mais vous ne pouvez le faire que si vous avez des intérêts bas. Si vous avez des intérêts élevés, parce qu'on vous a dégradé, vous avez des difficultés pour refinancer. C'est pourquoi aujourd'hui, on est obligé de nous adresser au marché régional par des emprunts obligataires. C'est ça qu'on est en train de faire maintenant. Et le marché régional, il n'est pas suffisamment liquide. Il n'est pas suffisamment liquide pour prendre en charge tous nos besoins de financement. Il n'a pas une capacité financière énorme. Voilà. Pour prendre en charge nos besoins de financement. Alors, on est au terme de cette émission. Vous avez raté le train l'année dernière. Vous vous préparez déjà pour 2029? Mais je pense que ce pays a intérêt à comprendre que l'un des défis majeurs qui se pose à lui, c'est le réchauffement climatique. Et si c'est compris, des gens comme nous, je pense, on aura l'oreille des populations. Candidat en 2029 pour porter ce combat? Mais on va porter ce combat. Je ne sais pas si le 2029 c'est loin. Plaise à Dieu. On aimerait bien. Mais c'est encore loin. Mais en tout cas, nous aimerions que ces idées-là soient portées par le plus grand nombre de Sénégalais. Que les gens comprennent aujourd'hui. Il ne suffit pas de travailler pour la génération actuelle, comme le fait le gouvernement actuel. Il faut travailler pour la génération actuelle et les générations futures. Et c'est ça le développement durable. C'est le développement qui prend en charge les intérêts de la génération actuelle et les intérêts des générations futures. Et ça ne peut se faire qu'à travers ce qu'on appelle le développement durable. Aujourd'hui, c'est pas ça qu'on est en train de pratiquer. On ne prend pas en charge les intérêts des générations à venir. Il va arriver un moment où le petit Sénégalais
malheureusement, n'aura même pas où faire de l'agriculture. Si on ne prend pas en charge les problèmes. Il ne pourra pas faire de l'élevage. Il n'y aura pas de poisson. Bien. Maître Amadou Alikane, de l'opposition ou bien du pouvoir, pour que ce soit clair pour... Moi, je suis un républicain. Malheureusement, au Sénégal... Ou bien de la troisième voie, comme disent voilà, certains. moi, je suis un républicain. Vous savez, au Sénégal, on dit en Wolof, ñàkk pété, day xañ a wërsëg. C'est-à-dire, nous, ce qu'on sait, il faut être pour quelqu'un ou contre quelqu'un. Mais on ne connaît pas celui qui est pour le pays. Moi, je suis pour le Sénégal. Je suis un républicain. Ce qui m'intéresse, c'est les intérêts du Sénégal. Quand quelqu'un le défend, je suis avec lui. Si vous écartez des intérêts du Sénégal, je m'écarte de vous. Merci, maître Amadou Alikane. Merci d'être venu au grand jury. C'est moi qui vous remercie. Merci pour votre disponibilité. Merci à Abdou qui a assuré la partie technique. À dimanche prochain pour un autre numéro du grand jury. Excellent dimanche à toutes et à tous. Himadan Hefemezgen À la une, la visite d'Ousmane Sonko à Azourafal en prison à la veille de son procès, encore sur toutes les lèvres. Pour maître Amadou Alikane, c'est une erreur, tout comme son déplacement au Burkina Faso. L'avocat militant des droits de l'homme voit mal que Sonko se déplace pour aller soutenir un président putschiste. Amadou Alikane devant le grand jury tout à l'heure. Reddition des comptes, Mansour Faye parmi les anciens ministres appelés à comparaître devant la haute cour de justice. À Saint-Louis, la riposte s'organise, ses partisans vent debout. Le dialogue national du 28 mai prochain, PASTEF se prépare. Thiès accueille une rencontre des responsables du parti au pouvoir venus des 46 départements du pays. Les échanges sont axés sur les termes de référence du dialogue. En sport, lutte traditionnelle, fin ce dimanche de la 25e édition du drapeau du chef de l'État qui se tient à Ziguinchor. C'est aujourd'hui la finale. Les détails avec Cheikh Tidiane Diagne. Barthélémy Ngom. Hassan Diouf est à la technique, bienvenue. La visite d'Ousmane Sonko à Ouagadougou pour l'inauguration du mausolée Thomas Sankara qui suscite encore une controverse pour Babacar Gaye, ancien du Parti démocratique sénégalais. C'est une insulte à la tradition démocratique sénégalaise. Il y voit un soutien voilé à des putschistes et alerte ce rapprochement donc pourrait, dit-il, exposer le Sénégal au péril du terrorisme régional. Babacar Gaye, un des invités de Remue Ménage, nous l'écoutons avec Mohamed Ali Mouba. Écoutez, cette image me rappelle moi personnellement la visite de Kadhafi en France et que Ramayad, notre concitoyenne, avait fustigé justement l'ouverture de la France. Elle n'était même pas à l'accueil, je crois. Le pays des Lumières a une dictature. On ne peut pas avoir comme partenaires privilégiés des tyrans, des gens qui ont pris le pouvoir par la force et qui imposent leur gouvernance par la force, par des enlèvements, par des emprisonnements. Le Sénégal ne doit pas encourager justement ça. Parce qu'aller visiter ces pays... Ah oui, c'est encourager. C'est reconnaître justement à ces putschistes, à ces militaires, et donner un mauvais signal à nos militaires qu'il est possible de prendre le pouvoir par les armes et de le garder. Ah oui? Absolument. C'est une façon, je te dis encore une fois, de donner un mauvais exemple. C'est un mauvais exemple. Peut-être qu'il est allé là-bas en tant que panafricaniste, non? Écoutez, moi, franchement, il y a eu une poussée panafricaniste avant la naissance d'Ousmane Sonko. Pendant l'âge primaire d'Ousmane Sonko, après les études d'Ousmane Sonko, aujourd'hui aussi il y a des panafricanistes. Mais le panafricanisme ne peut pas s'organiser, ne peut pas s'évaluer en termes de coup d'État. Qu'est-ce qu'on peut gagner aujourd'hui avec le Burkina Faso en termes de coopération? Pire, dans le discours du Premier ministre, je subodore l'envoi de militaires et de forces de défense pour aller combattre le terrorisme. Combattre le terrorisme au Burkina Faso. Attention au retour de flamme. Attention, il y a des risques énormes, d'autant que le Mali est déstabilisé. Les djihadistes sont dans la partie ouest du Mali. Qu'est-ce qui va se passer demain? Si le Sénégal, avec le peu de moyens que nous avons, avec la situation économique difficile que nous traversons, avec le chômage grandissant, avec la crise financière que nous traversons, où est-ce qu'on va chercher les moyens pour aller soutenir des putschistes? D'autant que ceux qui finançaient en réalité ces opérations d'appui contre le terrorisme au Mali, surtout. Mais on est en bisbille avec eux. Ils se sont même retirés du Mali. Le déplacement du Premier ministre au Burkina Faso donc a été une erreur, tout comme l'a été aussi sa visite
en prison lorsqu'il s'est déplacé pour aller rendre visite à Azoura Fall en prison, donc à la veille de son procès. C'est la conviction d'un droit de l'homiste, Maître Amadou Ali Kane, candidat malheureux lors de la dernière élection présidentielle devant le grand jury. Il a trouvé tout de même normal l'appel au dialogue du chef de l'État, Oumar Mbow. À l'espace d'une semaine, le Premier ministre Ousmane Sonko a commis beaucoup d'erreurs. Le défenseur des droits de l'homme et candidat à la dernière présidentielle qui le dit convoque la visite de Ousmane Sonko à son militant et à la veille de son procès. Un mauvais signal, dit-il. Un militant, un Sénégalais, un justiciable qui a mal à partir à la justice et qui est en instance de jugement. Je pense que, au regard de la séparation des pouvoirs, le chef de l'exécutif ne devrait pas lui rendre visite à la veille de son procès. Bon, on a dit qu'il est parti en tant que chef de parti. Moi, je n'ai pas eu connaissance que le Premier ministre a cherché un permis. Parce que pour aller en prison, il faut un permis. Je sais pas, je dis pas qu'il l'a pas fait. Mais moi, j'ai pas eu connaissance qu'il a cherché un permis, qu'il a obtenu un permis et que sur la base de ce permis, il est allé rendre visite à la personne. Vous avez cherché à en savoir davantage? J'ai pas posé de question, mais je me suis posé la question parce que, écoutez, ça tout se sait au tribunal. Il y a ce qu'on appelle les secrets du palais. On a aussi une Radio Kanga au tribunal. En tout cas, j'ai pas capté à Radio Kanga du tribunal que le Premier ministre a obtenu un permis pour aller rendre visite à son militant. Pour Amadou Ali Kane, Ousmane Sonko a habitué les Sénégalais à faire tout haut ce qu'un leader politique ne pensait faire tout bas. L'avocat prend comme exemple le déplacement du Premier ministre au Burkina Faso. Plus grave encore, Ousmane Sonko promet d'apporter son soutien à un putschiste. L'autre mauvais signal, le président se rend en Côte d'Ivoire, participe à un sommet où il rencontre les principaux chefs de la sous-région, le président Ouattara, le président de la Mauritanie et d'autres présidents. Alors, dès que le président revient, lui-même il reprend l'avion, il va voir un président, on va dire, putschiste. Bon, ça pose problème. Je ne dis pas qu'on dorme avec le Burkina. Les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Burkina, c'est un pays frère, on doit garder des liens avec lui, sur tous les plans. Maintenant, est-ce que le dirigeant élu d'un pays démocratique peut aller là-bas dire qu'il apporte publiquement son soutien